Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Christophe André, médecin psychiatre et l'auteur du livre S'estimer et s'oublier, paru aux éditions Dit Jacob. Bienvenue dans un épisode qui promet d'être aussi révélateur qu'une séance chez le psy. Aujourd'hui, on se penche sur cette épidémie de narcissisme où chaque selfie semble crier « Regardez-moi, regardez-moi !» tout en murmurant « Ai-je vraiment de la valeur ?» Dans cette jungle urbaine où le miroir est roi et la comparaison reine, nous naviguons entre l'adoration de soi et la quête désespérée de validation. Et qui mieux que Christophe André, l'homme qui parle de l'estime de soi, pour débroussailler tout ça. Auteur du livre S'estimer et s'oublier, il va nous aider à démêler le vrai du faux, l'authentique du factice. Dans notre épisode d'aujourd'hui, on ne cherche pas à vous vendre du rêve, mais bien à éveiller des questionnements. Comment briller sans s'aveugler dans ce monde de paillettes numériques ? Peut-on vraiment trouver un juste milieu entre s'adorer et s'effacer ? Et surtout, comment garder son humour et son esprit critique dans un océan de filtres Instagram et de gourous du bien-être autoproclamés ? Pour faire ce voyage au cœur de l'ego et afin de comprendre comment se construit une bonne estime de soi, nous recevons Christophe André, médecin psychiatre et l'auteur du livre S'estimer et s'oublier, paru aux éditions Dit Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Christophe André, bonjour. Bonjour. Alors, à quoi cela sert l'estime de soi ? Ça sert à résister à la vie. Non, plus sérieusement, c'est une sorte de petit guide intérieur qui est là à la fois pour nous chuchoter que nous avons de la valeur, que nous avons des droits, que nous avons des capacités, et pour nous aider à réagir de manière adaptée au succès et aux adversités, pour nous aider à ce que les succès ne nous montent pas à la tête, comme on dit. On verra qu'il y a mille et une façons de boursoufler son ego après un succès. Et pour veiller aussi, et surtout sans doute, c'est à ça qu'on pense en premier, à ce que nos échecs ne nous démolissent pas, ou qu'ils soient utiles, qu'ils soient douloureux peut-être, mais qu'ils soient quelque chose que nous puissions surmonter. Donc voilà, l'estime de soi, c'est ce petit outil qui va nous aider à affronter toutes ces vagues de l'existence. Alors, comment améliorer ou entretenir ou créer cette estime de soi ? Alors, on n'a pas forcément besoin de la créer. Elle est là dans notre cerveau. Les petits logiciels qui fabriquent l'estime de soi, ils sont là en nous puisque nous sommes une espèce sociale. L'homme est un animal social, comme pas mal d'autres mammifères, et ça veut dire tout simplement qu'il ne peut pas se passer des autres. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'humain, bien évidemment. Les femmes, c'est exactement la même chose. Et donc, comme nous sommes un animal social, nous avons absolument besoin des autres pour valider ce que nous faisons. On ne peut pas savoir dans l'absolu si on est quelqu'un de bien ou de pas bien sans avoir des repères autour de nous. Donc on va se comparer, on va écouter ce qu'on nous dit ou ce qu'on ne nous dit pas, etc. Donc c'est à peu près inévitable d'avoir en nous cette petite voix qui nous chuchote, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça va bien, ça va pas bien. Peut-être la meilleure façon de parler de l'estime de soi, c'est peut-être de la définir. C'est de rappeler qu'au fond, l'estime de soi, c'est ce qui en nous répond à ces trois questions. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Comment je me vois, c'est-à-dire est-ce que nous sommes capables de voir tout ce que nous sommes, pas seulement nos qualités pour les narcissiques ou nos défauts pour les gens qui n'arrivent pas à s'aimer. Comment je me juge, c'est-à-dire est-ce que je porte sur ces qualités ou ces défauts un jugement mesuré ou au contraire, est-ce que je dénigre mes qualités ? Parfois mes proches me parlent de mes qualités, mais j'ai du mal à les croire, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas si bonnes que ça, ou qu'on me dit ça pour me faire plaisir, mais qu'elles n'existent pas. Ou bien est-ce que je juge que mes défauts sont des catastrophes dont je n'arriverai jamais à m'extirper ? Et puis comment je me traite, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand j'ai échoué, qu'est-ce que je fais quand j'ai réussi, est-ce que quand j'ai échoué, je me console avant de réfléchir à ce que je dois changer, ou est-ce que tout de suite je me critique, je me replie sur moi, je me prive des bonnes choses de la vie qui pourraient me faire un peu de bien pour me punir finalement.
Beaucoup de gens se punissent étonnamment après avoir échoué, alors qu'on a besoin de tout sauf d'une double punition. L'échec est la première, et puis la maltraitance qu'on s'inflige peut-être la seconde. Et puis comment je me traite aussi après un succès, ça paraît moins évident, mais beaucoup d'entre nous ne font pas un bon usage de leur succès, de leur réussite. Au fond, ils en savourent le bon goût, le goût émotionnel du succès, évidemment très agréable, mais souvent, ils ne font pas ce petit travail de mise à plat. Qu'est-ce qui a bien marché? C'est ce qu'on appelle en psychothérapie le camembert des attributions. On demande aux personnes avec qui on travaille d'imaginer un camembert voilà, oui, ce camembert qu'on voit sur les projections PowerPoint, là, vous savez, avec des tranches. Alors, on dit, voilà, dans ce succès, quel pourcentage vous vous attribuez? Vos qualités, vos efforts, vos persévérances, etc. Quel pourcentage vous attribueriez aux autres? Les gens qui vous ont appris les compétences grâce auxquelles vous avez pu réussir, les gens qui vous ont aidé pendant vos efforts, les gens qui vous ont soutenu émotionnellement. Et puis, quelle est la part du hasard, de la chance? Dans tout succès, il y a une part de chance, parfois plus ou moins grande. Et prendre l'habitude, après nos succès, bien sûr, de nous réjouir, de commencer par nous réjouir, c'est quand même tellement bon de réussir. Il ne faut pas cracher sur ça, mais se méfier aussi quand même de ne pas en rester là et de ne pas tout s'attribuer, parce que ça nous préparera, quand le vent tournera, en cas d'échec, à fonctionner de la même façon. C'est-à-dire, dans un échec, tout ne m'appartient pas. Je prends ma part, mais je ne prends pas plus que ma part. Et c'est la même chose dans les succès. Quelle est la relation entre l'estime de soi et la santé d'une manière générale et la santé mentale en particulier? Elles sont assez fortes. C'est-à-dire quand vous faites ce qu'on appelle des méta-analyses sur les bénéfices de l'estime de soi. Vous savez, une méta-analyse, c'est vous prenez toutes les études scientifiques existantes sur un sujet, des études valides, avec des groupes contrôle, une bonne méthodologie, etc. Et puis, vous les moulinez tout ensemble pour que des résultats, des super résultats au-dessus des résultats des études sortent, des grandes tendances se dégagent. Quand on fait des méta-analyses sur l'estime de soi, on voit qu'il y a des tas de conséquences favorables. Il y a des conséquences favorables sur le bien-être émotionnel. L'estime de soi, on peut le comprendre d'après ce qu'on vient de dire, c'est un stabilisateur émotionnel. Ça m'empêche de partir trop dans l'euphorie et l'excitation à la hausse. Ça me dit, voilà, calme-toi, t'es très bien, tu as réussi, mais il n'y a pas que ton génie qui t'a permis de réussir. Tu as la chance, tu as les autres, on l'a vu. Ça régule un peu à la baisse, ça m'empêche de me massacrer après des difficultés. Donc c'est un stabilisateur émotionnel et ça c'est très sensible. Un des bénéfices de l'estime de soi, c'est moins d'oscillations de notre morale, quand on a des doutes, ils sont moins violents, quand on a des satisfactions, elles sont plus proches de la réalité que de mon imagination. C'est un facilitateur de liens. Les sujets à bonne estime de soi, alors il faudra qu'on reparle de ce qu'est une bonne estime de soi. C'est pas seulement une haute estime de soi, c'est pas seulement ne voir que ses qualités, c'est aussi pas mal d'autres choses, on pourra en discuter. Les gens, en tout cas, à bonne estime de soi, ont des meilleures relations avec les autres, des relations plus collaboratives, plus empathiques, etc. C'est souvent un des principaux facteurs de ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est pas la même chose, la confiance en soi et l'estime de soi. On l'a vu, l'estime de soi, c'est le rapport qu'on a avec soi-même, le regard, le jugement, le rapport intime qu'on a avec soi-même. La confiance en soi, c'est ce sentiment que nous pouvons avoir d'être capable de nous lancer dans l'action avec des chances raisonnables, que quelque chose d'intéressant survienne. Si j'ai confiance en moi, j'ai pas peur de tenter, d'essayer, de faire des choses parce que je me dis, bon, voilà, c'est pas non plus n'importe quoi, tu te lances pas dans le vide, tu sais dans quel domaine tu peux avoir confiance et dans quel domaine tu dois plutôt être prudent et précautionneux. Donc, tu sais que tu peux y aller, puis si ça marche, génial, et puis si ça marche pas, ça sera pas non plus la honte, la catastrophe, tu auras au moins appris des choses. Et donc, l'estime de soi, c'est un facteur qui facilite l'engagement dans l'action. Ça, c'est très important, on le voit par défaut chez les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, sont des personnes qui ont tellement peur de l'échec et de ce qu'ils percevraient comme un désaveu social. Ils ont peur qu'on les voie échouer parce qu'ils se sentiraient infériorisés, dévalorisés, qu'ils adoptent la méthode la plus efficace. Il y a une méthode très simple, très efficace pour ne jamais échouer, c'est de ne rien entreprendre. C'est de toujours rester en retrait,
de suivre, d'attendre, de voir que les choses se soient destinées pour y aller, jamais se porter volontaire, jamais prendre la parole en premier, etc. Donc voilà, grâce à ça, on n'échoue pas, mais on sacrifie son développement personnel à sa sécurité, à son petit confort. Et ce n'est pas une très bonne idée. Donc, l'estime de soi est un facilitateur d'action ou d'interaction, on va plus facilement vers les autres. Et puis, comme vous le disiez, elle est un facteur de bonne santé. On connaît le mécanisme, le mécanisme de réduction du stress. Une bonne estime de soi, c'est une vision de moi-même et de ce que je peux attendre de la vie qui réduit mon niveau de stress. J'ai des attentes raisonnables, mais j'ai aussi des convictions raisonnables sur mes capacités. Et globalement, l'estime de soi, effectivement, ça peut paraître étonnant pour un trait psychologique d'être associé à un bénéfice sur la santé, mais on s'aperçoit de plus en plus que c'est le cas pour beaucoup de choses. L'estime de soi est associée et considérée comme un facteur favorable sur la santé parce qu'elle est un élément de réduction du stress. Alors, vous faisiez tout à l'heure la corrélation avec la confiance en soi. Est-ce que c'est toujours lié ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en soi sans avoir forcément une bonne estime de soi ? Comment ces deux fonctions cohabitent ensemble ? Alors, c'est assez souvent lié. En tout cas, elles évoluent en général dans le même sens. Plus vous avez une bonne estime de vous-même, plus normalement vous avez confiance en vous. Ça n'est pas non plus systématique parce que ça dépend des domaines, évidemment. Je peux avoir une bonne estime pour moi et ne pas du tout avoir confiance dans ma capacité à gagner un match de tennis ou une partie d'échecs, ou dans ma capacité à séduire quelqu'un. J'ai une bonne estime de moi-même, je sais que je suis quelqu'un de sympa, de bosseur, qu'on aime bien en général, mais je sais que je suis un très mauvais dragueur, par exemple. Voilà, bon. Donc, ça peut être dissocié, mais globalement, l'estime de soi, en tout cas, est quelque chose qui va faciliter mon engagement dans l'action, la connaissance de mes capacités, de mes limites, donc plutôt favorablement et positivement corrélé à la confiance en soi. Alors, au fond, c'est quoi une bonne estime de soi ? Et comment reconnaît-on quelqu'un qui cultive une bonne estime de lui-même ? Alors au départ, les premières études qu'on a conduites sur l'estime de soi, on était surtout attaché au niveau, à la hauteur. Est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est basse ? En gros, ça correspond à la positivité du regard que vous avez sur vous. Si, par exemple, on vous pose la question « Parlez-moi de vos qualités et de vos défauts », si vous énoncez un plus grand nombre de qualités que de défauts, on a tendance à penser que votre estime de soi est plutôt haute, et puis si c'est l'inverse, qu'elle est plutôt basse. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais à la louche, ça ressemble un peu à ça, avec plus de raffinement, évidemment, parce que dans nos questionnaires. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient une haute estime d'eux-mêmes, mais qui n'étaient pas bonnes. Et c'est ce qu'on appelle les sujets narcissiques. C'est des gens qui ont une très grande idée de leurs compétences, de leur charme, de leur intelligence, etc., mais qui ne sont pas si sécurisés que ça, qui ont toujours besoin de dominer, qui ont toujours besoin d'être admirés, qui ne sont pas sympas non plus avec les autres, qui ont tendance à rabaisser les autres, comme ça, ça les valorise eux, qui ont tendance à les utiliser, à se servir des autres pour atteindre leurs objectifs, à eux, qui ont tendance aussi à s'attribuer plus de droits que les autres. Comme ils sont plus intelligents, ils pensent qu'ils ont le droit de parler plus que vous dans les réunions. Comme ils sont plus pressés, leur temps est plus précieux, ils ont le droit de vous passer devant à la photocopieuse ou dans n'importe quelle file d'attente, à la machine à café. Donc, c'est des gens qui ont pourtant une très bonne estime d'eux-mêmes, mais une très haute, estime d'eux-mêmes, mais qui sont stressés, tendus, dans la surveillance, au fond, des avantages qu'ils estiment mériter. Et qui, lorsqu'ils sont en échec ou en difficulté, réagissent avec une relative violence émotionnelle, de la colère contre les autres, c'est la faute des autres en général quand ils échouent, parfois de la colère contre eux-mêmes, ils s'auto-agressent, ils en veulent beaucoup. Donc, nous, on ne peut pas considérer que ce sont des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont juste une haute estime de soi. Et on s'est aperçu qu'un des facteurs importants, il y avait d'autres facteurs pour définir une bonne estime de soi, mais il y avait notamment la stabilité. Il faut que l'estime de soi soit justement un facteur de résilience, de stabilisation. Un narcissique, après un échec, il va bomber le torse, il va en parler à tout le monde, il va montrer à quel point il est admirable.
Quelqu'un qui a une bonne estime de soi, il va être super content. Après un succès, pardon, excusez-moi, je veux faire échouer les narcissiques. Non, mais après un succès, voilà, le narcissique va chercher l'admiration et l'approbation. Le non-narcissique, la personne à bonne estime de soi, elle va être contente. Elle va pouvoir en parler, mais elle ne va pas parader. Elle est très contente d'avoir réussi. Elle cherche à voir un peu comment ça pourra se reproduire plus tard, à comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, quand ça va, elle se satisfait du succès sans avoir besoin du défilé après. Et des échecs aussi, non? Elle peut partager ses échecs de manière... Pour les échecs, le narcissique, après un échec, c'est la bombe atomique. Il faut qu'il trouve des coupables, il faut qu'il trouve des explications qui ne le remettent pas en question. Ou alors il s'effondre par la dépression. Des gens narcissiques comme ça, qui paraissent avoir un très gros ego, qui peuvent tout à coup se liquéfier après une succession d'échecs ou de rejets, de critiques. La bonne estime de soi, en théorie, elle est là pour vous aider à relativiser l'histoire. On ne peut pas ne pas souffrir d'un échec ou d'un rejet quand on a l'impression d'être mis à l'écart. Tous les humains souffrent de ça. Donc, quand quelqu'un vous dit « je m'en fiche, c'est critique, tout ça me glisse dessus », c'est pas vrai. On ment quand on dit ça, mais on peut aussi se dire « ok, bon, je suis malheureux, ça me fait souffrir, et donc ?» Mais d'abord, je vais essayer de me faire un peu de bien, je vais en parler à mes proches, je vais essayer de me changer les idées, de me consoler un petit peu, et puis après, je reviendrai sur ce dossier, j'essaierai de comprendre. C'est un peu ça l'idée. Et donc, ça, c'est ce qui fait une bonne estime de soi, une estime de soi relativement stable. Le succès me tire vers le haut, mais ne me rend pas ivre de ma petite personne. L'échec me tire vers le bas, mais voilà, ne me fait pas basculer dans la dépression ou dans l'agression des autres. Et puis, un troisième facteur important dans l'estime de soi, c'est la compréhension de l'interdépendance. Ça, on s'en est aperçu, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on s'aperçoit que les personnes qui sont capables de reconnaître ce qu'elles doivent aux autres, qui sont capables d'admirer les autres au lieu de les jalouser, qui sont capables de demander de l'aide, qui sont capables de voir les bons côtés des autres sans se sentir menacés, etc., qui sont capables aussi d'aider quand on leur demande, qui sont capables de respecter les autres, de leur attribuer les mêmes droits qu'à elles, eh bien, ce sont des personnes dont l'estime d'elles-mêmes sort renforcée. L'estime de soi, en réalité, pendant longtemps, on a pensé que c'était une sorte de ressource interne, qu'elle ne pouvait venir que de moi, qu'il n'y avait que moi qui pouvait m'admirer, me motiver, me dépasser. Et en réalité, on s'aperçoit que les personnes collaboratives, qui sont capables de s'appuyer sur les autres, de donner et de recevoir, ont une estime de soi beaucoup plus robuste, parce que quand elles sont dans la difficulté, elles savent que, quand elles n'ont plus de ressources internes, qu'elles sont un peu perdues, qu'elles se sentent démunies, elles savent, parce qu'elles l'ont expérimenté, qu'elles peuvent compter sur les autres. Là où le narcissique ne voit les autres que comme des sortes de serviteurs ou de personnes qu'il peut utiliser et manipuler, mais auxquelles il n'attribue pas une grande confiance. Et donc, pour lui, l'épreuve de l'adversité, c'est une épreuve de très grande solitude. Donc finalement, pour résumer, vous voyez que c'est un sujet sur lequel je suis très bavard. Il faut se méfier d'une question et je suis parti pour 2 heures de réponse. La bonne estime de soi, c'est une estime de soi qui est haute, évidemment. Il faut que je vois suffisamment de qualité en moi, qui est stable, c'est-à-dire que je comprenne que les succès et les échecs, ce n'est pas des révélateurs de ce que je vaux. Ma valeur ne dépend pas de mes performances. Ce sont juste des conséquences de comportements plus ou moins adaptés, de chance ou de malchance. Voilà, c'est important, c'est des informations importantes, mais ce ne sont pas des révélations. Ma valeur ne dépend pas de ce qui m'arrive, ou ne dépend pas que de ce qui m'arrive. Et ensuite, c'est une dimension qui doit absolument intégrer cette notion de lien social et d'interdépendance. Voilà. Alors, si ma valeur ne dépend pas de ce qui m'arrive, de quoi elle dépend ? Elle dépend de tout ce qui ne m'arrive pas en termes d'événements repérables. Par exemple, quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui a une très grande valeur sur le plan humain, dans une entreprise. Il fait partie de ce qu'on appelle les bienveilleurs dans une entreprise, dans une famille. Ces gens qui font le bien discrètement, sans rien demander, sans se mettre en avant. À la suite d'un acte de bienveillance, de gentillesse, il ne se passe rien en général. Ça ne ressemble pas à un succès ou à un échec. Et pourtant, c'est quelque chose qui donne beaucoup de valeur à cette personne. Les actes de compassion, tous ces gestes que je fais pour les autres ou même pour moi, par exemple. Si je prends soin de moi, je médite, je fais du sport, etc.,
là aussi, ça ne ressemble pas, vu de l'extérieur, à des succès ou des échecs, quoi. Ce sont des actes discrets, tranquilles. Moi, je crois beaucoup que la valeur des humains, en tout cas la valeur intime, ne doit pas être seulement liée à la visibilité justement de leurs succès et de leurs échecs. Ça, c'est une dimension. Je ne vous dis pas que ça ne compte pas, évidemment, au moins dans la valeur que les autres nous attribuent, et donc par contagion, celle qu'on s'attribue. Mais je crois que pendant trop longtemps, on a fait l'erreur de trop faire dépendre l'estime de soi de ces phénomènes extérieurs. Donc moi, ce qui m'avait beaucoup ouvert les yeux sur ça également, c'est le fait de recevoir, donc là je suis à la retraite depuis peu, mais pendant longtemps j'ai exercé dans un service universitaire à Paris, qui était un service un peu connu, et où on recevait des gens connus, des stars qui venaient le soir après que la consultation soit fermée, avec des lunettes de soleil et tout, qu'on ne les reconnaisse pas. Et ça m'a frappé de voir que beaucoup de personnes qui avaient réussi pour la société, riches, célèbres, intelligentes, etc., c'était pas si clair que ça à leur esprit, ce qui faisait leur valeur, ce qui faisait l'intérêt de leur existence. Et donc ça m'a beaucoup frappé, parce que moi j'étais comme tout le monde au départ, je pensais quand même que ces gens étaient des gens qui devaient être super contents d'eux. C'est pas toujours le cas. Il en manquait quoi ? C'est difficile à dire, ça dépendait des cas. Il manquait certainement un peu plus de temps justement consacré à leur intériorité. Je pense que c'est toujours un drôle de calcul quand on mise tout sur l'extérieur. Alors c'est confortable, hein. C'est sûr que le goût de la richesse est meilleur que celui de la pauvreté, le goût du succès est meilleur que celui de l'échec, voilà. Le goût de la notoriété est meilleur que celui de l'anonymat, je dirais pas ça, mais que celui d'un anonymat subi, alors qu'on aimerait attirer un peu l'attention sur soi. Mais ce qui se paie toujours, à mon avis, c'est de négliger ce qui fait nos équilibres fondamentaux, c'est-à-dire des temps d'affection, des temps d'amitié, des temps de bienveillance, des temps d'amour finalement, amour avec un petit A, pas l'amour-passion, ou l'amour-sexualité, ou l'amour fusionnel, mais voilà, tous ces liens bienveillants qu'on peut tisser avec les autres. Ça, quand on ne s'en nourrit pas suffisamment, on va passer à la caisse tôt ou tard. Je crois qu'il y a ça qui manquait beaucoup à ces personnes, et puis le plaisir d'exister, pas seulement le plaisir d'agir et de réussir, le plaisir d'exister, de se poser, se sentir respirer, regarder passer les nuages. Ça peut faire rigoler un peu, hein, les personnes qui aiment le goût du succès, le goût du sang, le goût de la bagarre, mais moi, en tant que médecin, je trouve que c'est pas quelque chose dont on peut se passer facilement. Vous parlez de l'oubli de soi dans votre livre. Pourriez-vous expliquer ce concept et son importance ? Oui, l'oubli de soi, c'est même le titre du livre, hein, s'estimer et s'oublier, parce qu'il y a plusieurs raisons à ce que j'ai voulu appeler ce livre ainsi. D'abord parce que quand on regarde un peu le fonctionnement de ces fameuses personnes à bonne estime de soi, qui sont notre idéal finalement, et en tout cas, voilà, l'état parfois transitoire duquel on essaie de se rapprocher, on s'aperçoit au fond que plus vous vous estimez de façon satisfaisante et moins vous êtes centré sur vous. Quand vous arrivez dans un groupe, que ce soit un groupe amical, une soirée ou un groupe professionnel, si vous avez une bonne estime de vous-même, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions sur vous. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que j'ai mis la bonne tenue ? Est-ce que je dis des choses intelligentes ? Est-ce que je vais m'adapter ? Est-ce qu'ils vont m'admirer ? Vous êtes plutôt intéressé par les autres. Qui y a d'intéressant ici ? Est-ce qu'il y a des bonnes choses à manger ? Est-ce qu'on va s'amuser ? Ou est-ce qu'on va faire les intellos ? C'est plutôt le monde extérieur qui vous intéresse, parce que vous avez fait la paix avec vous-même. Vous êtes en règle avec vous et vous ne vous placez pas au centre de vos interrogations, de vos préoccupations. Les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi sont au contraire centrées sur elles. C'est-à-dire les gens qui sont dans la mésestime d'eux-mêmes, qui doutent beaucoup d'eux-mêmes, qui ont des complexes, ils sont noyés en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?
est-ce que je vais pas dire de bêtises? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que quelqu'un va tout à coup se foutre de moi? Je vais pas savoir répondre, voilà. Et les narcissiques, la trop haute estime de soi, mais pas si bonne que ça. Est-ce que je vais arriver à m'imposer? Est-ce que ça va être moi la star de la soirée? Est-ce qu'on va bien voir à quel point je suis admirable? Il faut que je raconte voilà, mes dernières vacances. Je suis sûr que personne n'en a eu d'aussi bonnes, etc., etc. Dans les deux cas, on est noyé en soi et on n'est pas tourné vers le monde. Finalement, le but de la bonne estime de soi, c'est de ne plus faire de bruit, d'être silencieuse comme un moteur de frigo, de voiture. On n'a pas besoin d'entendre voilà, tous les cliquetis, tous les ratés. On doit pouvoir passer à autre chose et penser à autre chose. Donc le titre du livre, c'est un peu ça, s'estimer, puis s'oublier. Si on n'a pas fait le boulot de consolidation et de nettoyage de l'ego, on ne pourra pas s'oublier. On sera toujours ramené à soi, des questions sur soi, sur ce qu'on pense de moi. Mais une fois que ce travail est fait, il faut lâcher l'affaire et se tourner vers l'extérieur. Quelle pathologie va amener effectivement une estime de soi exacerbée dans un sens positif ou négatif? Par exemple, pathologie mentale. Ouais, dans le sens de la mésestime de soi, évidemment, c'est les problèmes d'anxiété, de dépression. La dépression, c'est la maladie caricaturale, c'est-à-dire c'est la maladie dépressive. Après, on peut avoir des coups de blues, des moments de déprime, comme on dit, mais la vraie maladie dépressive, c'est une maladie psychologique dans laquelle plus rien ne va en nous. On ne vaut plus rien. Et c'est ça qui explique que parfois les gens préfèrent se suicider plutôt que de traîner cette misérable créature qu'ils pensent être dans la vie, de peser sur les autres, leur famille, d'emmerder tout le monde, de ne rien réussir. Mais chez les anxieux aussi, il y a souvent des troubles d'estime de soi, puisqu'il y a notamment dans ce qu'on appelle l'anxiété sociale, la peur du jugement d'autrui entraîne souvent une tendance à se dévaloriser. On va idéaliser les autres et critiquer à l'excès, nous sentir inférieurs aux autres. Donc ces pathologies anxieuses et dépressives sont assez souvent associées à des problèmes d'estime de soi. Et puis le narcissisme, cette surévaluation de soi et surtout ce manque de respect pour les autres, c'est ce qu'on appelle un trouble de personnalité en psychiatrie. Là, c'est pas vraiment une maladie, c'est un trait de personnalité qui souvent a démarré dans l'enfance parce qu'il y a eu des erreurs éducatives ou des circonstances de vie qui ont poussé la personne vers le narcissisme. Et là, c'est compliqué d'arracher les gens à ça parce que les troubles de personnalité, les personnes ne voient pas où est le problème. Ils n'ont pas de problème avec leur narcissisme. En tout cas, ils n'en sont pas conscients. Ils pensent que c'est vous qui êtes jaloux, qui êtes un... Voilà, les narcissiques, s'ils m'écoutent là à cet instant, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce gros niaiseux? Il n'y a que le succès dans la vie. Il faut marcher sur les autres si on veut réussir. C'est une histoire de collaboration, d'interdépendance. Il est complètement naze. Voilà. Donc c'est pas si simple pour ça. Hein. Enfin, il n'y a pas que les narcissiques, peut-être qu'ils disent ça, mais en tout cas les narcissiques. Ça veut dire quoi? C'est incurable? C'est pas que c'est incurable, c'est plus facile. Je vais vous dire un truc, foi de psychiatre, hein, c'est plus facile de soigner un trouble anxieux ou un trouble dépressif qu'un trouble de personnalité. Les personnalités narcissiques, les personnalités paranoïaques, les personnalités obsessionnelles, c'est vraiment des sacrés chantiers parce qu'il y a une première étape qui est souvent impossible à obtenir, c'est que les gens reconnaissent qu'il y a un problème, disent c'est vrai, c'est ma façon d'être, j'ai toujours vu le monde comme ça, mais je dois reconnaître que ça pose des problèmes. J'ai un niveau de stress élevé, je fais souffrir les gens autour de moi, ça me complique la vie. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, ça y est, le chantier peut commencer. Mais avant d'y arriver, il se passe souvent des années. Ils viennent jamais nous voir, les gens qui ont des troubles de personnalité en consultation. C'est leur entourage qui les envoie. Les conjoints, les supérieurs hiérarchiques, ou alors des échecs répétés qui commencent à se dire « Oula, bon, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose », mais ils ne viennent jamais de bon cœur. Ceci dit, pas grand monde va de bon cœur chez un psy, mais quand même, certaines personnes viennent plus facilement que d'autres. Alors, comment l'oubli de soi peut-il contribuer à améliorer notre bien-être et la dynamique de nos relations à l'autre? Alors attention, quand je dis oubli de soi, voilà, il faut en parler un peu, c'est-à-dire c'est pas se négliger, c'est pas ne jamais s'occuper de soi, c'est régulièrement faire ce qu'il faut, puis passer à autre chose. Pour mieux vous expliquer ça, je pourrais vous parler de la santé. En tant que médecin, j'aime bien que mes patients s'occupent de leur santé, que régulièrement ils se disent, voilà,
où j'en suis avec mon régime, est-ce que je mange assez de fruits et de légumes, est-ce que je fais assez d'exercices physiques, est-ce que j'ai assez de moments de rigolade, d'émotions positives, est-ce que je dors assez, est-ce que je suis pas trop sur les écrans. C'est important qu'il fasse des points réguliers sur ça, mais c'est important aussi qu'après, il fasse autre chose. La santé, c'est pas un but en soi. La santé, la bonne santé, c'est un outil pour faire des choses intéressantes dans sa vie. Et les patients qui sont collés à leurs histoires de santé, qui pèsent tout ce qu'ils mangent, qui comptabilisent leurs heures de sommeil à la moindre minute près, qui sont hypocondriaques, qui font des examens sans arrêt, c'est là qu'on voudrait bien qu'ils s'oublient. Mais ça ne veut pas dire négliger sa santé, ça veut dire s'en occuper régulièrement, mais pas en faire un but existentiel au-dessus des autres. C'est pareil pour l'estime de soi, c'est important régulièrement, notamment après nos échecs ou nos succès, de se pencher sur soi, de se demander où on en est, est-ce qu'on fait des efforts dans la bonne direction, de prendre l'avis des autres, d'observer les autres, etc. Et puis après, ce qui compte, c'est se remettre dans la vie, se remettre dans l'action, se remettre dans les échanges, se remettre dans tout ce qu'on voudra qui nous tourne vers le monde extérieur. Le but de l'estime de soi, c'est pas tous les matins se regarder dans le miroir et se dire comme tu es merveilleux ou comme tu es merveilleuse. Le but de l'estime de soi, c'est justement pouvoir vivre sans être encombré par soi, sans souffrance de soi. Vous savez, on a beaucoup de données en psychologie expérimentale sur les rapports entre la souffrance et l'attention. Quand quelqu'un souffre, la souffrance est un aimant attentionnel. Ça focalise son attention sur lui et sur sa souffrance. Avoir très mal au dos, très mal aux dents, très mal au ventre, fait que vous n'avez plus d'attention à porter à ce qui vous entoure, à votre travail, à votre famille. Vous êtes replié sur votre souffrance. Avoir un gros chagrin d'amour, souffrir d'un sentiment d'échec à la suite d'une grande difficulté, c'est pareil. Vous n'êtes plus dans le monde extérieur, vous êtes sur votre souffrance. Et cette petite souffrance ou grande souffrance des gens qui ont des problèmes d'estime de soi, est-ce qu'on ne va pas me rejeter? Est-ce qu'on va m'accepter pour ceux chez qui elle est basse? Ou est-ce qu'on va m'admirer, me reconnaître, me donner des faveurs pour ceux chez qui elle est haute? C'est une souffrance, c'est une inquiétude qui va trop les tirer à l'intérieur d'eux-mêmes et faire qu'ils vont passer à côté. Ceux qui n'ont pas assez d'estime d'eux-mêmes, ils ne vont pas oser, ils ne vont pas aller vers l'action, les échanges. Ceux qui en ont trop, ils vont y aller, mais mal, en se rendant pénibles, en écrasant les autres. Donc parfois, ça marche. Il y a beaucoup de chefs, beaucoup de dirigeants. Là, on a des exemples en politique. La caricature absolue, évidemment, c'est quelqu'un comme Trump. Donc c'est là qu'on voit que le narcissisme, même un narcissisme presque délirant, n'empêche pas le succès. Par contre, j'aimerais pas avoir la vie de Trump. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient avoir sa vie, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est... Je crois que sa femme non plus. Ouais, c'est proche. Mais non, mais c'est un homme impossible à aimer et peut-être même à fréquenter. Les seuls qui restent dans son entourage sont des gens qui veulent des parcelles de pouvoir et qui sont prêts à subir tout en le détestant. Voilà. Donc, là, c'est un cas caricatural. Il y a des narcissiques plus sympas, quand même. Il ne faut pas non plus en faire des démons absolus, mais disons que c'est quand même un drôle d'idéal de vie. Mais est-ce que c'est pas symptomatique d'une société, puisque ça a été le président des États-Unis et il est en passe de le redevenir? Oui. Et puis il n'est pas le seul dans ce profil. Et non, vous avez raison, c'est symptomatique. C'est aussi pour ça un peu que j'ai voulu écrire ce livre. C'est-à-dire, on voit bien quand même que, sans en arriver jusque-là, il y a une dérive narcissique dans nos sociétés, pour plein de raisons, qui se superposent les unes aux autres, mais pour plein de raisons. Les individus modernes ont tendance à être trop en attente, qu'on reconnaisse leurs valeurs, qu'on ne les remette pas en question. Ça part dès l'école. On a eu tout un débat là, en psychologie de l'enfant récemment sur les enfants rois, les enfants trop gâtés, ces enfants que les parents célèbrent, à qui, mon enfant est merveilleux, il est surdoué, il est très intelligent, et s'il ne réussit pas à l'école, c'est pas sa faute. C'est la faute du prof, c'est la faute de l'éducation, des manuels scolaires, de l'école, voilà. Et ça fabrique des individus qui vont débarquer dans la vie professionnelle ou sentimentale avec les mêmes attentes. Il faut qu'on voit à quel point je suis merveilleux, les échecs ne sont jamais de ma faute, j'ai beaucoup plus de droits que de devoirs, d'ailleurs j'ai aucun devoir, je n'ai que des droits, etc., etc.
Donc c'est vrai que notre société va vers ça. Alors pourquoi ? C'est très compliqué. Sans doute qu'il y a eu un effet de correction des excès des années passées. À un moment donné, c'est vrai que les individus étaient trop soumis à leur groupe, à leur travail, à leur nation. On allait se faire tuer à la guerre en chantant. On ne se plaignait pas de tout ce qui n'allait pas au boulot. Les femmes se soumettaient à leur mari dans les couples. Enfin, tout ça était aberrant. Donc il fallait bien le corriger. Mais peut-être qu'on est allé en corrigeant, on est parti de l'autre côté, puis il y a eu des facteurs qui nous sont tombés du ciel de manière imprévue, comme les histoires de réseaux sociaux, qui ont tendance à flatter nos égos dans de mauvaises directions. C'est très bien de rappeler aux humains qu'ils sont exceptionnels, mais il ne faut pas qu'on leur rappelle qu'ils sont exceptionnels parce qu'ils ont la bonne marque de fringues, la bonne marque de SUV, la bonne marque de canapé, le bon niveau de compte en banque, les vacances au bon endroit, tout ce qu'on affiche comme ça sur les réseaux sociaux. Les humains sont exceptionnels quand ils sont généreux, quand ils sont altruistes, quand ils sont créatifs, quand ils sont travailleurs, quand ils sont acharnés dans la poursuite de leurs idéaux. Là, on peut les admirer. Il y a des mots comme ça qui sont presque toujours utilisés dans leur sens négatif. Prenez le mot « chronique ». On parle de maladie ou de tristesse chronique, mais pas ou peu de santé ou de bonheur chronique. Nous devrions, puisque chronique ne signifie pas éternel, mais durable. On peut bénéficier d'une bonne santé ou d'un bonheur chronique, tout en sachant que ça ne durera pas toujours. Pour le mot lucidité, c'est la même chose. Se montrer lucide, cela signifie s'efforcer de voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on les voudrait. Mais lorsqu'on parle de lucidité appliquée à soi-même, cela tend à évoquer une lucidité centrée sur nos manques et nos défauts. Sois lucide. Et cette demi-lucidité, elle est précieuse mais incomplète. Il lui manque sa sœur jumelle, la lucidité, avoir nos qualités. Se montrer complètement lucide en matière d'estime de soi, ce n'est pas totalement se centrer sur ce qui ne va pas en nous, mais être lucide sur tout, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Christophe André, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Parce qu'il me semble exemplaire de l'erreur qu'on commet souvent en matière d'estime de soi, quand on se mésestime, en tout cas, pas quand on est narcissique, mais quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on ne s'estime pas assez, on croit qu'on est lucide. Si les gens nous disent « mais non, tu as telle ou telle qualité », on se dit « non, il me dit ça par gentillesse, il me connaît mal, moi je me connais, je suis lucide sur moi-même ». Mais là, on commet deux erreurs. D'abord, est-ce qu'on est si lucide que ça sur nos défauts ? Est-ce qu'on n'a pas tendance à les amplifier, à les dramatiser, à les juger trop sévèrement ? Et ensuite, ok, soyons lucides, mais soyons lucides sur tout, nos défauts et nos qualités. Et c'est souvent là que nos amis nous servent, parce qu'ils voient souvent, la plupart du temps, mieux nos qualités que nous-mêmes. Et ils sont capables aussi de mieux relativiser nos défauts que nous ne le faisons. Il y a une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup, et qui dit, alors attendez, comment il dit ça exactement ? Il dit « On voit les défauts de près, mais pour voir les qualités, il faut regarder de loin. » Voilà. Et donc, nos amis sont plus loin de nous-mêmes que nous et voient mieux nos qualités, mais nous, à l'intérieur, on a le nez surtout sur nos défauts. C'est un petit biais à corriger. Est-ce qu'au fond, lucidité, estime de soi et humilité, ça va pas ensemble tout ça ? Si, bien sûr, ça va très bien ensemble. Non, mais l'humilité, souvent les gens ne comprennent pas trop ce que ça a à voir avec l'estime de soi. Et là aussi, je parle de l'humilité dans le livre. Je dis l'humilité, c'est pas se rabaisser. C'est pas se vouloir inférieur. C'est renoncer à vouloir être supérieur. C'est se dire, moi, j'ai pas besoin d'écraser les autres. Ce que je veux, c'est être en règle avec moi-même. C'est atteindre mes idéaux, me rapprocher de mes idéaux, atteindre mes objectifs. Et pour ça, je peux parfaitement le faire en respectant les autres et sans chercher à écraser tout le monde. Alors, quels sont les pièges les plus courants liés à l'estime de soi et comment les éviter ?
Les grands pièges, c'est d'une part de confondre l'estime de soi et le résultat de nos actions. Ce qui est important dans la vie, c'est le modèle de l'archer zen. Hein, quand vous avez tout un art du tir à l'arc, je ne sais pas si ça s'appelle le kendo, quelque chose comme ça au Japon, où les maîtres vous expliquent que ce qui est important, c'est pas l'obsession d'atteindre la cible, c'est pas l'obsession du résultat, c'est le souci d'accomplir le meilleur geste possible, de dérouler votre geste, de faire de votre mieux. L'atteinte du résultat en découlera. Et je crois que l'estime de soi, c'est un petit peu pareil. On ne doit pas subordonner l'estime qu'on a pour nous-mêmes aux résultats qu'on obtient. Les résultats sont des informations intéressantes quand même. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est des informations intéressantes, mais c'est pas des révélations. L'important, c'est de faire de notre mieux dans les domaines qui comptent pour nous. Donc voilà, ne pas confondre valeur et performance. En gros, faire un mauvais usage des comparaisons. Trop se comparer aux autres, mais à sens unique. Toujours se comparer avec des gens plus brillants que nous et s'inférioriser au lieu de s'en inspirer. Se dire, voilà, quand je vois des gens brillants, j'observe, je me demande comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu réussir différemment de ce qui m'est arrivé, etc. Donc, c'est le bon usage, je crois, aussi des émotions sociales, l'estime de soi. C'est-à-dire, c'est savoir admirer, savoir aider, savoir se réjouir du succès des autres, c'est avoir de la gratitude pour l'aide qu'on a reçue. Tout ça, ça n'appauvrit pas l'estime de soi, au contraire, ça la nourrit. Une fois de plus, pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'on s'inscrit dans un tissu de liens, d'entraide, de soutien mutuel dont on a besoin. Alors, quels exercices pratiques pourrait-on effectivement travailler, essayer quotidiennement pour entretenir cette estime de soi? Il y a déjà prendre régulièrement l'habitude de se réjouir de ce qui a bien marché. C'est-à-dire, c'est le soir, ressonger, quand je m'endors, ressonger à des moments intéressants, agréables, des choses qui me sont arrivées et que j'ai tout reçu finalement de la vie ou des autres, ou que j'ai été partie prenante, avoir rendu un service ou avoir reçu un service, etc., me rappeler au fond tout ce qui a bien marché dans cette journée. Voilà, des trucs très simples, pas seulement attendre des grands succès, etc. Ça, l'air de rien, c'est un exercice beaucoup plus réaliste qu'il n'y paraît, parce qu'il m'ouvre les yeux sur les 1001 petites choses auxquelles il faut aussi que je prête attention. Toutes les petites choses qui vont bien, que j'ai tendance à oublier sinon. Et puis après, je dirais, apprendre à échouer. C'est Sioran, le moraliste, qui disait, il y a une chose importante dans la vie, c'est apprendre à échouer. Apprendre à échouer, ça ne veut pas dire faire exprès d'échouer ou se réjouir d'échouer. Ça veut dire se rapprocher de ce fonctionnement-là que prônait Nelson Mandela. Mandela, on lui attribue, je ne sais pas s'il a vraiment dit, mais c'est très beau, cette phrase célèbre, il disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et apprendre à échouer, c'est ça, c'est se dire, que l'échec, c'est le loyer de l'action, c'est le loyer de la vie. Voilà, c'est impossible de ne pas échouer. 2, que c'est toujours une source d'information supérieure à l'évitement. Nous, quand on soigne des gens qui ont des problèmes d'estime de soi, vraiment, on a un souci, c'est qu'ils arrêtent d'éviter, ils évitent d'éviter. Quand j'ai pas confiance en moi, si j'ai une mauvaise estime de moi-même, j'ai tellement peur de l'échec que je n'ose pas. Alors on l'évoquait ça aussi, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas me porter volontaire, j'ose pas accepter les missions un peu délicates, j'ose pas m'affirmer, j'ose pas dire non, voilà. Et tous ces évitements m'appauvrissent, fragilisent l'estime de soi et surtout empêchent d'apprendre des frottements quotidiens avec la vie, avec les autres. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre, S'estimer, s'oublier ? Peut-être le souci, effectivement, que j'avais face à notre époque, qui me semble, voir des bonhommes comme Trump risquer de se faire réélire tout en étant plus narcissique tu meurs, voir la petite montée des égoïsmes aussi, des gens qui revendiquent de plus souvent leurs droits et qui assument de moins en moins souvent leurs devoirs, voir les prétentions aussi, à avoir des enfants exceptionnels, être des individus exceptionnels, toutes ces choses-là. Alors, ça pourrait être sympathique, c'est-à-dire on est tous uniques, on a tous des super côtés en nous, mais c'est une chose de les avoir et c'est une chose de les revendiquer.
de dire « j'exige que vous le reconnaissiez et j'exige que vous me traitiez comme un génie ». C'est pas la même chose. Vous parlez des dérives identitaires, par exemple ? Oui, encore que ça, c'est un autre problème, parce que ces histoires de dérives identitaires, elles s'expliquent pas seulement par des facteurs psychologiques, il y a aussi des facteurs sociologiques, évidemment. Est-ce qu'on peut décorréler les deux ? Oui, mais si je fais partie d'un groupe qui est un peu marginalisé, un peu maltraité, évidemment que je vais avoir tendance à aller puiser les sources de l'estime de soi dans un repli identitaire, parce que là, je me sens reconnu, là, j'ai ce sentiment d'appartenance, de protection que je n'ai pas dans une société plus ouverte. Donc, il faut être très prudent avec ça, mais c'est vrai que c'est un peu nourri peut-être par ce type de choses-là. En tout cas, moi, ce qui me semble vital pour l'avenir des humains, c'est vraiment ce sentiment d'interdépendance, quoi. C'est-à-dire que en faisant nos petites affaires tout seuls ou dans nos groupes communautarisés, ça va quand même être beaucoup plus compliqué pour la suite. Justement, comment voyez-vous l'évolution des concepts d'estime de soi et d'oubli de soi dans les années à venir ? Ah ben là, on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire soit ça va s'aggraver, soit on va prendre conscience. J'ai l'impression, en tout cas que du côté des psys, des chercheurs, on comprend qu'il faut mettre un frein un petit peu aux prétentions narcissiques des contemporains. On est en train de réaliser qu'on est allé un peu trop loin quand même dans la célébration des vertus des enfants à l'école, mettre l'enfant au centre et plus faire de descendants, mais voilà, que tout soit ascendant. Bon, on comprend que ça peut donner des résultats un petit peu foireux, et donc il faut que chacun reprenne un peu une place plus humble et plus modeste, que ce soit les gamins, les parents, les enseignants. Donc il me semble qu'on est en train de piger ces choses-là, mais bon, c'est absolument pas acquis, parce qu'après, on a d'autres forces qui flattent les gens, qui brossent les gens dans le sens du poil, les forces marchandes, les sociétés, parce que vous le valez bien, voilà, vous êtes merveilleux, venez comme vous êtes, achetez aujourd'hui, payez demain, puis bon, si vous ne payez pas, vous paierez après-demain, enfin, puis après on enchaîne les gens à confondre l'estime de soi et la possession de biens matériels. Voilà, il y a tout un tas, les politiques aussi, qui flattent énormément les citoyens pour des raisons électorales, mais qui en réalité laissent les gens le bec dans l'eau ensuite. Donc ça fait des gens qu'on a flattés, puis qu'on a frustrés. Donc que leur reste-t-il à part de la colère, du ressentiment ou du désintérêt ? Donc oui, il y a quand même aussi des vents mauvais, et il faut s'efforcer, quant à nous, d'aider nos contemporains à naviguer dans la bonne direction malgré tout ça. Quel message clé aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Estime-toi et oublie-toi. Non, ça c'est un peu sec. Non, je crois que c'est le jingle existentiel que je préfère. C'est voilà, fais de ton mieux, n'oublie pas d'être heureux, puis n'oublie pas de rendre les autres heureux. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Christophe André, en quoi croyez-vous ? Je crois en la fraternité entre les humains. Ouais. C'est mon axe de foi principal. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Presque tout. Tout, le passage des nuages, les brins d'herbe au printemps, le rire de mes filles, un petit garçon qui tient sa petite amie ou son petit ami par la main. Je suis ému par la vie. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Peut-être la prétention et l'exigence d'être favorisé par rapport aux autres. Ouais, c'est ça, c'est le narcissisme finalement, peut-être, qui me met le plus en colère. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, je suis comme tout le monde, j'aime pas voir l'injustice, j'aime pas voir la violence, mais ouais, ou peut-être aussi un autre truc qui me fait du souci à notre époque, c'est l'incapacité de dialoguer. Ça m'énerve beaucoup quand, voilà, sous prétexte que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de vous voir comme un adversaire, il vous voit comme un ennemi. Et donc on ne parle pas avec ses ennemis, on les combat. Et ça, c'est dramatique. J'allais vous demander qu'est-ce qui vous fait peur ? Rien.
Et en même temps, vous avez un peu répondu aussi à cette question, avec qu'est-ce qui vous met en colère? Oui, mais la colère, c'est pas la peur. C'est pas la peur. Non, c'est pas la peur. C'est une boutade. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me semble insoluble? Rien. Ouais. Qu'est-ce qui me fait peur? Tout, finalement. Tout ce qui ne va pas me fait peur, parce que ça peut déraper, mais je crois quand même l'humain, c'est une espèce géniale, quoi. Il est capable de se foutre dans des pétrins invraisemblables et puis d'en sortir. Et donc, j'ai une relative confiance tout de même. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Rigoler, être avec ne rien faire, rire avec des amis ou avec mes proches, ouais. Et votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire ou qui vous fait du bien? Moi, je suis quelqu'un de plutôt anxieux, donc quand ça commence à trop monter, je me dis, ça va aller. Tu le sais, ça va aller. Voilà, il y a plein de fois, tu t'es cru fichu, et puis regarde, t'es toujours là, donc ça va marcher, ça va le faire. Eh bien, merci Christophe André. Merci à vous. Et voilà, chers auditeurs, notre voyage au cœur de l'ego se termine ici. Aujourd'hui, avec l'aide de Christophe André, nous avons exploré les méandres du narcissisme, navigué entre l'auto-admiration excessive sans tomber dans le panneau des faiseurs de bonheur en conserve. Si le cœur vous en dit, gardez en mémoire que la valeur de l'estime de soi ne se mesure pas au creux des approbations éphémères, mais bien dans l'équilibre délicat entre la reconnaissance de ses propres mérites et la bienveillance désintéressée envers son prochain. Alors si vous commencez à vous adorer un peu trop, pensez à Coluche qui disait qu'il suffit de se regarder pisser le matin pour se rappeler qu'on n'est pas si extraordinaire que ça. Et si au contraire, vous vous sentez aussi petit qu'un point-virgule dans un SMS, souvenez-vous qu'il est là pour vous rappeler que la nuance a toute son importance. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!